Vous allez voir, parce que comme je fais l'intervention avec toi, hein, parce que tu sais que tu fais partie des rares que j'ai accepté, mais... Pourquoi? Pourquoi d'ailleurs? Tu sais, j'ai voulu venir chez toi parce que j'aime le hors norme. J'ai refusé d'aller dans les plateaux là. Et j'ai une histoire de vie qui est très particulière. Venir me réduire au fait que j'ai fait cette vidéo et dire, mais regardez, j'ai eu des insultes qui sont extrêmement violentes, que moi je cautionnais le viol, que moi finalement il faudrait que mes enfants soient violés pour que je comprenne ce que c'est sans me connaître. Moi je suis une femme qui a été victime de violences, forte. C'est très difficile dans un métier qui ne m'accepte pas. Je suis arabe. Tu ne parles pas de ça, mais je suis une femme maghrébine, arabe, de confession musulmane, qui, à un moment donné, assume ce qu'elle est. Et je suis attaquée de part et d'autre, aussi bien par ceux de ma communauté qui considèrent que je ne suis pas assez musulmane, aussi bien ceux de ma profession qui considèrent que je n'ai pas ma place parce que je n'ai pas les codes. Et ça existe d'être attiré par quelqu'un qui est en train de dormir. Ça existe, c'est une sexualité reconnue. Et par quelqu'un qui ronfle aussi? Je refuse de visionner ça. J'ai trop de respect pour Gisèle Pelicot, j'ai trop de respect pour les femmes, pour à un moment donné me faire du voyeurisme alors que ce n'est pas utile. C'est-à-dire, tu veux dire que la fille de Gisèle, Caroline Pelicot, elle voudrait que ce soit adapté en film? Bah, alors, on le dit là, on verra les suites de ce procès. On verra. Et après, je suis partie du fait des violences. Et après, j'ai rencontré mon mari, qui est décédé. Bonjour Nadia El Bouroumi. Bonjour. Comment ça va? Ça va, super. Nadia El Bouroumi, tu es avocate pénaliste de la défense. En fait, tu défends deux accusés au procès des viols de Mazan. Et tu t'es attiré les critiques en postant une vidéo qui a choqué les utilisateurs des réseaux sociaux, qui a choqué fortement l'opinion publique. Sur cette vidéo, on te voit dans ta voiture en train de faire un TikTok sur la fameuse chanson qu'on connaît tous, Wake me up before you go, go. Et les paroles de la chanson, quand on fait la traduction, elles sont d'autant plus choquantes quand on connaît ton rôle au niveau de ces procès de l'affaire Mazan, parce que ça dit, donc Wake me up before you go, go, don't leave me hanging on like yo-yo. Réveille-moi avant de partir, ne me laisse pas accrocher comme un yo-yo. Avec du recul, Nadia El Bouroumi, pourquoi ce choix de chanson sur ce TikTok? Alors moi, cette vidéo, elle est la fin de quelque chose. C'est-à-dire que vous la prenez, et quand vous la prenez, vous dites, eh ben, Nadia El Bouroumi, avocate de la défense, elle se moque de la partie civile. Ce n'est pas connaître ma position dans le cadre du dossier, et ce n'est pas connaître ma position tout court personnelle. Moi, j'ai fait cette vidéo parce que pendant un mois, on m'a insulté, on m'a humilié à tel point que ma fille qui travaille avec moi au cabinet a été amenée à aller voir mon mari en lui disant qu'il fallait que je cesse mon rôle dans ce procès, qu'il fallait que ce procès ne justifiait pas, parce qu'effectivement on se retrouve, mes mails, mes réseaux sociaux submergés d'insultes et de menaces. Donc moi je fais cette vidéo, et quand je fais cette vidéo, elle est la suite de plusieurs autres vidéos où je dis que je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, en 2024, alors que je suis avocat dans un procès pénal et que c'est la démocratie, je suis autant attaquée. Et donc je fais cette vidéo avec beaucoup d'humour parce que j'avais envie de répondre autrement, mais parce que comme je suis sur les réseaux sociaux et que je n'ai pas d'autre réponse que l'humour, je vais effectivement faire cette vidéo. Et je te garantis qu'il n'y avait pas d'intention de blesser ou d'insulter ou d'humilier, parce que de toute façon, cette vidéo ne s'adressait pas à Gisèle Pelicot, elle s'adressait à tous ces détracteurs qui ne comprennent pas pourquoi j'interviens dans ce procès et pourquoi je défends ces hommes-là. Oui, mais pourquoi ce choix de chanson, Nadia El Bouroumi? Est-ce que tu peux véritablement nous faire croire que tu n'as pas choisi volontairement ce titre? Parce que c'est toi qui fais ce choix délibéré quand tu es sur la plateforme TikTok. C'est toi qui dis je vais aller prendre cette chanson Wake Me Up Before You Go Go, et je pense que les paroles, la traduction, tu la connaissais. Alors moi, tu sais, j'ai un réseau social où je chante beaucoup, c'est-à-dire que je mobilise mes équipes, etc., et ma communauté. Et quand je fais cette vidéo, il faut que tu imagines qu'il n'y a pas beaucoup de préparation. Moi, je fais mes vidéos, je suis dans ma voiture, j'ai une idée de vidéo, et comme ça commence à me fatiguer parce que mon mari m'a dit écoute, il va falloir que tu réfléchisses, etc., je me dis je vais faire une vidéo avant d'aller en audience. Et je fais cette vidéo, et quand je fais cette vidéo, pour tout te dire, et j'ai encore l'enregistrement, au départ, je choisis la chanson de Wallen. Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Oui. Et en fait, je me dis hop, la chanson de Wallen, ils vont commencer à vouloir dire. Et en fait, en partant à l'audience, parce que j'allais plaider à Aix, c'est dans ma playlist George Michael, Wake Me Up. Et je me dis, allez, je mets celle-là. Parce que pourquoi? Parce que je dis à répétition à qui veut l'entendre que ceux qui veulent me museler
peuvent se lever tôt. Et moi, cette chanson, toi aujourd'hui tu détailles les paroles, mais pour moi c'est une chanson, je suis des années 80, moi je suis de 79, George Michael, Wake Me Up, on la mettait le matin, on se réveille, on fait le ménage. Donc tu ne dis pas que ça peut être indélicat, tu te dis pas que ça peut être vu comme tu te dis pas que ça peut être vu comme de la provocation. Aujourd'hui, je me dis qu'effectivement c'est indélicat, mais ce que je pose comme question, c'est celui qui a voulu faire la traduction de cette vidéo-là, ça me pose problème. On a manipulé cette vidéo et mes publications. Et je le dis comme je l'ai dit au cours du procès, je considère que depuis 3 semaines, un mois, je fais partie de ces avocats qui sont effectivement dans une intervention forte. Parce que c'est ma mission, c'est mon rôle et je suis un avocat qui agit avec puissance et je l'assume. Et dans ce procès, au départ, on est arrivé et on nous a dit « vous êtes tous des violeurs, vous êtes des violeurs ». Et moi, je mets les pieds dans le plat, je n'ai pas pour habitude de prendre des raccourcis. Et très tôt dans le procès, quand je suis intervenue, j'ai commencé à dire « stop, on arrête, on va se poser ». Et moi, je plaide pour 2 garçons et 2 hommes qui clament leur innocence depuis le début de cette information judiciaire. Et pour pouvoir prouver cette innocence, je suis obligée, dans mon rôle d'avocat pénaliste, de venir démontrer à la cour criminelle pourquoi dans ce dossier un certain nombre d'éléments font la justification que mes garçons et que mes clients ont été manipulés par Dominique Pénicaud. Et c'est vrai que mes interventions sont mal vues parce que j'ai une façon de parler, j'ai une forme qui dérange. Moi, je fais partie de ceux dans ce métier qui sont contestés, mais c'est moi, c'est Nadia El Bouroumi, c'est Nadia El Bouroumi pénaliste qui depuis 14 ans exerce comme ça. Et moi j'ai le sentiment, et je le dis avec beaucoup de simplicité comme j'ai pu le dire pendant le procès, j'ai le sentiment que comme on a vu qu'effectivement le procès commençait à tourner et que les gens commençaient à comprendre et l'opinion publique commençait à comprendre et la cour criminelle commençait à comprendre que c'était plus compliqué, on a effectivement commencé à regarder dans mes comptes en se disant mais qui c'est cette avocate? Et on a pris de façon isolée ces 2 vidéos et je me suis fait avoir parce qu'effectivement moi je parlais à ma communauté qui depuis un mois j'expliquais ce procès et on a pris cette vidéo, on l'a isolée, on a dit regardez cette avocate. Et en plus, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est facile. Je chante, je suis virile sur la vidéo. Oui, tu fais même des gestes très macho, très viril. Tu fais comme ça, wake me up before you go. Enfin, je veux dire, on se met 2 secondes à la place de Gisèle, de la famille de Gisèle, de victimes, de personnes qui ont subi des abus, de la violence sexuelle. C'est dur quand même. Mais si on parle à Gisèle et si on parle aux victimes, mais si on parle à ces personnes qui nient la Constitution, qui nie le droit démocratique d'avoir un avocat, qui nie les droits de la défense, il n'y a pas de problème. J'ai le droit de dire à ceux qui considèrent que je n'ai pas le droit d'être avocat pour des personnes dont eux considèrent que c'est des violeurs. Moi, je dis que ce n'est pas des violeurs, mais peu importe, même si c'était des violeurs, je suis dans mon rôle, je suis avocat de la défense. C'est un système démocratique, on doit admettre qu'il y a des gens qui ont droit à la défense. Donc quand je fais cette chanson très virile, parce que je sais, moi j'ai un rapport à la femme, hein, c'est très compliqué, moi j'ai toujours voulu être un homme, je le dis, hein, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je viens récemment d'accepter que je suis une femme et j'accepte d'être alignée avec ce que je suis, mais c'est vrai que j'ai toujours considéré que la place de l'homme, elle était forte dans notre société et j'ai toujours voulu être un homme. Donc je suis un peu, dans ma façon d'être, je suis un peu masculine, je suis une avocat pénaliste, on a une clientèle d'hommes, donc c'est vrai qu'on a quand même ce besoin d'être comme ça. Et c'est vrai que cette vidéo, quand je parlais à mes détracteurs, je leur parlais avec force et avec virilité. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux? Est-ce que Nadia El Bouroumi, tu manques d'empathie envers la victime? Est-ce que tu manques d'empathie envers Gisèle? Est-ce que tu manques d'empathie envers les victimes de violences conjugales et les victimes de violences sexuelles? Bon, alors dire ça, c'est ne pas me connaître. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne fait pas la distinction entre un avocat dans le cadre de ses fonctions et ce que je suis. Alors, tant que femme? En tant que femme, alors moi je suis femme, mère, grand-mère, et j'ai une histoire de vie qui est très particulière. Venir me réduire au fait que j'ai fait cette vidéo et dire, regardez, j'ai eu des insultes qui sont extrêmement violentes, que moi je cautionnais le viol, que moi finalement il faudrait que mes enfants soient violés pour que je comprenne ce que c'est, sans me connaître. Moi je suis une femme qui a été victime de violences, forte. Moi je suis une femme qui toute ma vie s'est battue pour que les femmes puissent être libres, et que venir finalement à travers cette vidéo dire attendez, les victimes de violences conjugales, les pauvres, vous vous rendez compte de ce que vous dites, c'est vraiment extrêmement réducteur. C'est très réducteur. Et moi, tu sais, mon compte que j'ai fait, Instagram, TikTok, etc., tous ces comptes, au départ, ils s'adressaient à des gens à qui je disais, vous savez, le droit, c'est accessible. Parce que je n'ai pas de bac, que je suis devenue avocat en n'ayant pas de bac. Et j'essaie effectivement de dire à ces gens-là, le droit, c'est accessible. Ne vous limitez pas. Si vous avez des épreuves dans la vie, comme j'ai pu en avoir, vous pouvez vous aussi accéder à cette matière. De quelles épreuves est-ce que tu parles? De quoi tu parles, Nadia El Bouroumi, quand tu dis moi, on ne connaît pas mon histoire, j'ai une histoire particulière, j'ai vécu des violences fortes. Quel type de violence? Moi, j'ai été mariée à 16 ans par des parents qui ont cru que, parce que j'étais en échec scolaire, mes parents étaient inquiets de ma situation, donc ils ont dit, il y a un homme qui est venu un jour, et je me suis retrouvée mariée d'une semaine à l'autre avec un homme qui était extrêmement violent. Moi, j'ai été battue pendant des années, je dis même que j'ai été torturée.
j'ai pas de difficulté à le dire. J'ai été torturée, j'ai dû fuir ma ville natale qui est Toulouse. Je me suis retrouvée dans un foyer de foyer pour femmes battues à Orange, avec ma petite fille qui avait 1 an et demi, à rien manger. J'ai lutté, j'ai été victime de violence, j'ai été victime d'humiliation. De la part de cet homme? De la part de cet homme. Et après, j'ai été victime aussi dans ce métier où on considère que je suis un avocat qui n'a pas sa place parce que je n'ai pas de bac, parce que je n'ai pas les codes. Donc moi, je sais ce que c'est, être victime. Et quand on vient me dire que parce que je suis avocat de la défense, je leur dis, mais c'est pas possible de venir me réduire à ce point. Mais alors ça doit te faire d'autant plus mal, les commentaires que tu lis. Quand on lit Nadia El Bouroumi et la honte du genre féminin, elle veut se faire un nom sur le dos de Gisèle Pellico, elle passe son temps à faire des stories en conduisant, qu'on lui enlève son permis. Ou encore Nadia, l'avocate des violeurs de Mazan, qui se fout de la gueule de Gisèle Pellico, c'est quel niveau de fils de prix. Ou encore, j'espère sincèrement que l'ordre des avocats se chargera de ça, c'est juste inadmissible. On lit même Nadia, c'est la poupette Kenza des avocats en fait. Bah ouais. Tu dois souffrir de tous ces commentaires, d'autant plus si ton histoire de vie fait que… Enfin, tu dois ressentir un sentiment d'injustice. Alors, tu sais, moi j'ai été longtemps insécurisée sur le plan matériel et sur le plan affectif. Quand on a une histoire de vie difficile, on est longtemps insécurisé, on vit… moi je dis souvent, les gens me disent comment tu fais parce que je travaille beaucoup et que je ne dors pas beaucoup. Et je leur dis, vous savez, vous êtes en temps de paix et moi je suis en temps de guerre. Depuis 7-8 ans, j'ai considéré que j'avais trouvé un équilibre dans ma vie où je n'étais plus insécurisée. Depuis l'affaire Pellico, j'ai ce sentiment de résurgence. C'est-à-dire qu'on m'a refait naître le fait qu'effectivement, l'insécurité matérielle, l'insécurité affective, l'insécurité et la légitimité. L'injustice, elle est totale. Moi, mes combats de vie, c'est de permettre à la femme de pouvoir exister. Et je t'ai dit en préambule que moi, déjà, pour essayer de trouver ma place en tant que femme, c'est très difficile. Dans un métier qui ne m'accepte pas, je suis arabe, tu ne parles pas de ça, mais je suis une femme maghrébine, arabe, de confession musulmane, qui, à un moment donné, assume ce qu'elle est. Et je suis attaquée de part et d'autre, aussi bien par ceux de ma communauté qui considèrent que je ne suis pas assez musulmane, aussi bien ceux de ma profession qui considèrent que je n'ai pas ma place parce que je n'ai pas les codes. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée finalement au milieu de quelque chose que j'avais réussi à lutter, à savoir trouver ma place. Et finalement, on a essayé de me bousculer. Ça a marché, puisque je ne dors plus. Je le dis très sincèrement, je ne dors plus. Pourquoi tu dors plus ? Je dors plus parce que ça m'a insécurisée et que je pensais que j'avais gagné des combats. Je pensais que la question de mon identité, elle était réglée. La question que je sois femme, c'était réglé. Et quand j'ai reçu ce séisme, ça a été un séisme dans ma vie, où on est venu me remettre en question en disant « t'es pas une femme ». On dit dans les vidéos que je suis trans parfois. On dit que je suis qu'une arabe et qu'on me dit que de toute façon, ce qui devrait m'arriver, c'est de retourner dans mon pays. Donc c'est vrai qu'on a remis en question tout ce que j'avais construit et ça a été dur pendant longtemps. Alors je reviens tous les jours parce que je suis alignée, parce que j'ai des clients qui me soutiennent avec force, parce que j'ai des soutiens extraordinaires de personnes dont je ne m'attendais pas du tout, où on me dit que je suis à ma place, qu'heureusement qu'il y a des femmes comme moi qui effectivement se battent pour ces hommes-là, parce que j'ai les familles qui me disent merci. Moi j'ai quand même des clients qui m'ont dit maître, si vous voulez arrêter, il n'y a pas de problème. Mais donc je suis alignée avec ce que je suis, mais on m'a bousculée. Maintenant que je connais ton histoire un petit peu plus, Nadia El Bouroumi, je vais me faire l'avocat du diable, sans utiliser de mauvaises expressions. Comment, même en tant qu'avocate, peux-tu choisir de défendre des clients qui ont violé une femme, qui ont contribué au viol de cette femme pendant des années ? Ouais. Moi, je suis, tu sais, ce que j'ai appris dans ce métier, j'étais arrivée avec beaucoup de colère. Et j'ai eu beaucoup de colère du fait de mon histoire personnelle. J'ai toujours été quelqu'un qui enfonce les portes. Et avec le temps, je me suis beaucoup apaisée parce qu'effectivement, j'étais dans ce conflit homme-femme. Parce que dans ce procès, on essaye de faire croire que c'est les femmes contre les hommes, etc. Et j'ai compris dans ce métier que finalement, l'humanité au sens global, c'est-à-dire que l'humain est empreint de souffrance, d'une histoire personnelle très difficile. Et je me suis réconciliée avec ma qualité de femme. Pour se réconcilier avec la qualité de femme, il faut se réconcilier avec les hommes. Et comme moi, j'étais très en colère vis-à-vis des hommes parce que j'ai été victime pendant longtemps, ben c'est vrai que tu as tendance à se dire les pauvres femmes, les pauvres femmes. Ce métier m'a permis de pouvoir être beaucoup plus humble et avoir beaucoup d'humilité en se disant attention, les situations sont complexes et l'être humain, quel qu'il soit, homme ou femme, est empreint de souffrance. Et moi, je suis l'avocat de l'être humain. Je ne suis pas l'avocat des hommes et je ne suis pas l'avocat des femmes. Et mon histoire personnelle, elle me renforce dans l'idée selon laquelle l'injustice, elle touche tout le monde. Et que moi, je ne suis pas… Tu sais, je me dis très souvent, j'ai la chance d'être avocat. Moi, je fais le maximum dans mon métier et je pense que Dieu prend les décisions qui lui appartiennent. Je ne suis pas magistrat, moi. Et après, je me dis, si effectivement ma défense… elle n'est pas adaptée à la réalité, mais je pense que ce sera régularisé à un moment donné. Mais mon histoire personnelle m'a donné beaucoup de force pour défendre les hommes et les femmes. Et tout individu qui, à un moment donné, se retrouve dans une situation compliquée. Comment défendre des violeurs ? Alors moi, je vais te dire une chose, mes clients, ils contestent le fait d'être des violeurs.
violeurs, d'une part, mais je suis aussi l'avocat de violeurs qui reconnaissent. Et tu les crois, tes clients qui contestent ces viols sur Gisèle? mais moi, j'en suis convaincue. Tu sais, je peux pas, ça se voit. Moi, je suis tellement authentique que je pense que si je mentais, si j'étais pas sincère dans ma démarche, c'est tellement visuel. Moi, je crois totalement à mes clients. Et je les crois pas simplement sur leur parole. J'ai un dossier, et j'ai un dossier qui me dit qu'effectivement, ils ont pu être manipulés par Dominique Pélicaud. Après, se pose la question de savoir est-ce qu'ils auraient dû bien réagir, pas bien réagir, etc. Peu importe. Au départ, ces hommes-là vont sur le site Coco pour avoir des relations sexuelles qui sont des relations sexuelles libertines, avec Dominique Pélicaud qui leur explique qu'effectivement, il est un couple libertin avec son épouse et qu'il y a une espèce de scénario sexuel qui consiste à ce que lui soit réveillé et que madame dorme. Sauf que le chat en question s'appelle « À son insu ». Alors là, c'est pareil, c'est le problème de ce procès. Ce procès, il y a une espèce de généralisation des situations, alors qu'on a 50 accusés et normalement, on doit avoir 50 situations et 50 personnes. Mes clients ne sont pas allés sur le compte à votre insu parce que les viols ont duré de 2013 à 2020. Donc il y a une période de temps où effectivement il y a eu des processus qui étaient différents. Moi, mes clients ne sont pas allés sur le compte à mon insu. Et quand bien même un certain nombre d'accusés sont allés sur ce compte-là, c'est un compte qui était admis légalement et c'était un compte qui était dans un site sexuel où tu peux utiliser des appellations. Oui. Enfin, admis légalement, le site a été fermé. Hein, il a été fermé. Par la préfecture de police. Il a été fermé beaucoup plus tardivement parce qu'après ils se sont amusés à aller sur le site et ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui étaient illégales. Mais ce compte, quand il a été ouvert, il n'y avait pas de difficulté. Tu sais, en matière sexuelle, on peut s'autoriser à utiliser des termes qui ne sont pas appropriés lorsqu'on est en société. Donc, sexualité entre hommes-femmes, sexualité maîtresse-élève, on ne se dit pas, attention, il va y avoir des pédophiles sur le site. C'est pas ça. C'est facile, c'est trop facile d'utiliser. Oui, mais sauf qu'à son insu, c'est la notion du consentement. Mais quand on est dans des rapports sexuels qui sont des rapports sexuels où il y a une forme, moi j'appelle ça de la déviance. On me dit que c'est pas de la déviance, mais moi pour ma sexualité, je trouve que c'est une sexualité qui est déviante, mais qui est légale dans ce pays. Une sexualité qui sort de la norme. Voilà, c'est ça que je veux dire, sort de la norme. Tu sais, quand on est dans une sexualité qui sort de la norme, on est toujours dans un rapport de soumission et de domination. Dans ce rapport de soumission et de domination, il y a effectivement des situations qui sont multiples. Et il y a aussi la possibilité, tu sais que c'est aussi une déviance sexuelle, la paraphilie, c'est une forme de paraphilie, à savoir que quelqu'un dorme. Il y a des gens qui aiment que l'autre dorme. Tu vas me dire, bah alors oui, mais il faut le consentement. Je l'entends. Je dis juste qu'il y a différentes formes de sexualité et de paraphilie, on appelle ça, et ça existe d'être attiré par quelqu'un qui est en train de dormir. Ça existe, c'est une sexualité reconnue. Et par quelqu'un qui ronfle aussi ? Alors ça, c'est autre chose. Là, tu m'expliques effectivement si elle ronfle. Ben, si la personne qui est consentante et qu'effectivement elle a écrit son consentement avant de s'endormir, etc., elle ronfle, ce que tu me dis, ça n'a pas pour objet de contester ce que je te dis. La difficulté dans notre dossier, c'est qu'on a une femme qui est Gisèle Pélicaud et qui a découvert que son mari l'a droguée et qu'elle était violée. Il y avait tout un rituel, tout était extrêmement ritualisé. Dominique Pélicaud demandait à ces personnes-là avec qui il était en contact de se garer quelques minutes plus loin, à côté d'une école, de venir à pas furtif, de se laver les mains avec de l'eau chaude pour pas que la froideur des mains puisse réveiller sa femme, de chuchoter. Je veux dire, tout ça, ça a été relaté. Ça a été relaté. Alors, ça ne met pas la puce à l'oreille. Alors, le problème, c'est que ça a été relaté et que là encore, ça ne concerne pas tous mes clients. Moi, j'ai un client qui me dit jamais il a été question de chuchoter ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce que je veux te dire, c'est qu'à partir du moment où tu es dans un scénario préalable, où tu as quelqu'un qui est un manipulateur qui s'appelle Dominique Pélicaud, qui leur dit, vous savez, moi, ma femme, elle va faire semblant de dormir et c'est organisé et vous inquiétez pas, on fait tout pour. C'est logique. C'est-à-dire que dans le jeu sexuel, il y a tout un scénario où on dit tu fais attention à ma femme, tu parles pas trop fort, c'est dans le jeu sexuel. Si tu le prends comme ça, assis dans ton salon là où on est en train de discuter, tu me dis oui, il y a un problème. Mais mets-toi dans la situation de mes clients. Est-ce qu'on peut entendre que mes clients vont sur un site sur lequel il y a un couple libertin? C'est pas des agresseurs sexuels, c'est pas des gens qui ont des casiers judiciaires. Enfin, c'est pas un couple libertin. Hein. Attends, mais Gisèle n'est on pas leur libertine. dit, mais bien sûr, elle n'est pas libertine, elle dira qu'elle n'est pas libertine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas ça. C'est que je dis qu'il y a des choses où lui s'est présenté comme ça et que mes clients vont sur un site internet avec Dominique Pélicaud qui leur dit « Je libertin », qui leur dit « Avec mon épouse, on aimerait bien avoir une photo de toi pour voir si effectivement tu corresponds à notre profil ». Il va organiser, il va recevoir les gens dans leur domicile. Moi, j'ai un client qui dit « Mais attends, je suis dans leur domicile ». Si effectivement il va faire violer sa femme dans leur domicile. Déjà, l'idée selon laquelle que le mari donne sa femme, c'est quelque chose que tu as du mal à entendre. Donc c'est facile après coup de venir leur dire « Mais attendez, il y avait tous les éléments qui auraient dû vous alerter ». Parce que Dominique Pélicaud, qui est décrit par les experts psychiatres comme un grand manipulateur, savait pertinemment
Déjà, il prenait des profils qui étaient des profils un peu comme les miens, à savoir des gens qui sont dans la retenue, qui ont du mal, qui ne s'assument pas, qui ont une confiance en eux qui est assez ébranlée. Donc déjà, il prenait des profils où il savait qu'il pouvait les manipuler. Ensuite, tu sais, ça se déroulait en 1 ou 2 heures. C'est-à-dire que mon client me dit, moi, je me connecte sur le site internet, il m'appelle 1 heure après, 2 heures après, je suis au domicile. Comment, à un moment donné, on peut comprendre qu'il se joue un vie? Il rentre chez lui, mon client, on vient le chercher 4 ans après, il dit, mais de quoi vous parlez? Il a l'innocence de dire, mais attendez, moi, je ne suis pas un violeur déjà, j'ai jamais vu qui que ce soit. Moi, je suis allé sur un site internet où ça parle sexualité et j'ai rencontré un couple libertin. Donc pour toi, tes clients sont des victimes? Ils sont victimes de Dominique Pellicot. Et pour toi, Gisèle, elle est victime ou elle est libertine? Pour moi, Gisèle, elle est victime sans aucune contestation. Je n'ai eu de cesse dans le cadre de ce procès de dire que Gisèle Pellicot était victime. La difficulté, c'est qu'effectivement, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement virulente, j'attaque Dominique Pellicot et je ne comprends pas pourquoi, dans ce procès, on veut me faire dire que Gisèle Pellicot n'est pas victime. Je ne comprends pas. Peut-être parce qu'il y a des vidéos qui choquent l'opinion publique. Regarde. Alors, je sors du procès Pellicot. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle ne s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention madame, oui, je suis prêt, public. » Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre, parce que nous, on est dans un procès qui est un procès cours criminel, donc obligé de démontrer l'argumentation de notre client et notamment par ces photos-là. Donc elle s'est énervée. Moi aussi, je lui ai dit, écoutez, Madame Pellicot, nous, on a essayé de préserver, vous avez voulu. Mais surtout, ce qui est important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit, non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. Donc se pose la question de savoir si finalement, la soumission chimique dont les experts au départ nous avaient expliqué qu'elle prenait son médicament et que 2 heures après, elle était KO, eh bien non. Moi, j'avais sollicité l'expert en lui disant, monsieur l'expert, est-ce que quand elle explique que finalement elle n'est pas bien, qu'elle est endormie, etc., est-ce que c'est pas un argument qui consiste à dire que même sous soumission chimique, on a l'impression qu'elle est inconsciente? Alors Gisèle Pellicot, elle a réagi, elle a dit c'est insultant et je comprends que les victimes de viol ne portent pas plainte parce qu'on passe par un déballage où on essaie d'insulter les victimes. Est-ce que tu n'as pas l'impression avec ce type de vidéo quelque part de lui donner le coup de grâce? Ouais, mais est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Je te remercie de me recevoir pour juste te dire ce que j'explique dans la vidéo. Dans la vidéo, parce que moi je fais les réseaux sociaux pour au départ expliquer le droit et l'accessibilité au droit. Et là c'est important, c'est un problème de droit très intéressant. Elle explique, l'expert judiciaire était venu pour dire que quand il lui mettait un cachet, elle dormait et qu'au bout de 2 heures, elle était endormie. D'accord ? Madame Pellicot, elle a été capable de dire, notamment lorsqu'elle auditionnait, la première fois quand elle découvre les vidéos, elle dit « Je comprends parce que des fois, il m'était arrivé d'aller au salon de coiffure, il m'était arrivé d'avoir des discussions avec mes amis et quand, par exemple, l'histoire du salon de coiffure, elle est capable à un moment donné de dire qu'elle est amenée, elle se regarde dans la glace, elle voit qu'elle a les cheveux coupés, elle a la coloration faite et elle dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle appelle sa coiffeuse et elle lui dit « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et en fait, la coiffeuse lui dit « Mais vous êtes venu hier, on a fait la couleur, etc. » Donc moi, j'adhère à ce que dit Gisèle Pellicot, à savoir que la soumission chimique, c'est au-delà de ce que nous explique l'expert, c'est pas 2 heures. Ça peut être dans le temps et ça peut effectivement continuer au fil du jour. Surtout que ça a duré 10 ans pour Gisèle. Et voilà, et comme ça a duré 10 ans, et en plus, comme il lui mettait beaucoup, donc elle pouvait pendant 2 semaines, 3 semaines, etc. D'accord ? Moi, je dis ça. Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour embêter Gisèle Pellicot. Je dis ça parce que moi, j'ai des clients qui disent qu'ils ont pu recevoir photos et vidéos de Gisèle Pellicot où, à un moment donné, elle se met en scène avec des poses sexuelles. C'est-à-dire, elle se met en scène? C'est-à-dire qu'on a versé dans le cadre de la procédure, dans le cadre de la procédure, il y a des photos et il y a un CD-ROM qui était versé, dont on n'a pas eu accès, on a dû avoir accès au moment du procès, il faut le savoir. Et donc, dans ce CD-ROM, on se rend compte que Gisèle Pellicot, elle a des positions qui sont des positions sexuelles, qu'elle est filmée par son mari. Je sais qu'on a pu dire et elle a pu dire que ça n'existait pas et que ce n'était pas possible. Et quand j'interviens dans cette vidéo, c'était le jour où justement on avait demandé au président de la cour d'assises à ce qu'un scellé qui s'appelle le scellé 5 soit diffusé. Et moi, ça faisait quelques jours que j'essayais de dire à Gisèle Pellicot que je ne voulais pas qu'il y ait ce visionnage et qu'elle ne pouvait pas dire que ça n'existait pas. Parce qu'elle dit que ça n'existe pas, que jamais elle a fait de photos sexuelles, que elle jamais... Elle s'en souvenait pas. Voilà, et moi j'essaie de comprendre.
On demande la diffusion de ce scellé, elle se voit, elle se met en colère, et c'est là où elle dit « ouais, c'est insupportable, on m'humilie, etc. » Et c'est vrai que je prends le micro en lui disant « Madame Pellicot, ça fait quelques jours qu'on essaie de dire « attention, dans ce scellé, il va y avoir des photos et des vidéos qui risquent de vous choquer. » Mais ils se sont battus avec leur avocat. Bah oui, mais est-ce que tu peux comprendre, Nadia El Bourhoumi, que c'est difficile, même si elle a voulu médiatiser ce procès, même si elle a voulu que les vidéos et les photos soient visualisées par tous pour faire avancer les histoires de violence sexuelle, de violence conjugale, et pour sa propre histoire, et parce que c'est pas elle qui doit avoir honte, mais c'est ceux qui lui ont fait ça qui doivent avoir honte. Est-ce que tu peux comprendre que c'est quand même difficile d'être confronté à ça? Toi, tu te positionnes comme quelqu'un qui est à l'extérieur et qui regarde comme l'opinion publique peut regarder. Moi, je suis avocat pénaliste où, comme je te l'ai expliqué, quand on a une défense, on doit tous les jours amener les arguments pour convaincre la cour d'assises. Moi, c'est une dame où on lui dit « vous êtes sûr, vous voulez la diffusion ?» Parce que ça faisait 3 semaines qu'on nous disait que ça n'existait pas. On était obligés, puisque disait que ce n'est pas vrai, ça n'existait pas, et que nos clients étaient des menteurs qui n'avaient jamais rien reçu, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir reçu, parce qu'elle n'avait rien fait. Je fais la diffusion, on demande des avocats de la défense, on demande la diffusion. Elle constate que ça existe. Elle explose en disant « ouais, c'est pas juste ». Non, dans un procès pénal, c'est pas le lieu là, c'était pas le moment de dire « c'est pas juste ». Parce que nous, on était dans notre rôle, à savoir poser des questions, en disant « regardez, c'est vous ». Et ce qui est assez surprenant et qui nous a surpris, c'est qu'elle a pu dire que même quand il y avait le visionnage, c'était pas elle. Et c'est là où je me suis permis, en rentrant du procès, de dire, se pose la question de la soumission chimique. Est-ce que cette dame, même lorsqu'on diffuse ce CL5 et qu'elle se voit, est-ce que peut-être elle ne s'en rappelle pas sincèrement? Est-ce que peut-être, parce qu'elle était sous soumission chimique, eh bien de découvrir ça, ça l'a mise en colère parce qu'elle s'est dit, mais mon Dieu, ça existe ça? J'imagine que tu lui as posé la question. Mais évidemment, on lui a posé, 4 avocats lui ont posé la question en disant, madame, c'est pas vous là? Elle dit, non, ce n'est pas moi. Le problème, c'est qu'on a des photos qui sont évidentes puisqu'elle regarde l'objectif et qu'on a aussi des vidéos où on l'entend parler. Peut-être qu'elle n'accepte pas que ce soit elle parce que c'est choquant de se voir peut-être dans des situations qu'on n'a pas vécues, qu'on pense ne pas avoir vécues, parce qu'on n'a pas voulu les vivre. C'est pas le lieu de ça, c'est-à-dire que c'était le moment où on avait besoin, nous, de comprendre si effectivement... D'accord, je l'entends que c'est dur. Moi-même, j'ai demandé, moi, je me suis battue, on a fait une plaidoirie, un jugement, où j'ai dit, je vous en supplie, faites en sorte que ces vidéos ne soient pas diffusées. Tu ne voulais pas, toi, que les vidéos de Gisèle et les photos soient diffusées lors des audiences? Moi, je voulais qu'elles soient diffusées exclusivement lorsque étaient contestés les faits, la matérialité. Si tu as quelqu'un qui vient et qui dit, moi, c'est pas vrai, j'ai jamais eu de rapport avec Gisèle Pellicot, pas de discussion, on les diffusait. Pourquoi tu n'étais pas pour? Parce que la matérialité n'est pas contestée. C'est-à-dire que nos clients ne contestent pas avoir eu des rapports sexuels. Mes 2 clients ne contestent pas avoir des rapports sexuels avec une dame endormie. Ce n'est pas discuté. À quoi ça sert de faire un visionnage de vidéo alors qu'on ne discute pas la matérialité? Ce qu'on discute nous et ce que je discute moi... Montrer qu'elle est complètement inconsciente. Montrer qu'elle Mais c'est pas discuté. Moi, j'ai des clients qui disent « je suis désolée ». Oui, c'est vrai. Elle n'a pas bougé. Elle était endormie. Montrer que c'était un légume. D'accord, mais est-ce qu'on a besoin de le regarder 50 fois? Est-ce qu'on peut en diffuser 1 ou 2 et dire c'est bon, ok, c'est l'État? Quel est l'intérêt? Parce que je veux bien, moi, tu sais, moi, je suis la première à vouloir éduquer. Mon compte, il a pour objet de faire l'éducation. C'est-à-dire que je dis attention, réveillez-vous, éveil des consciences, ne vous laissez pas prendre. Donc moi, je suis la première à dire oui, c'est bien le visionnage des vidéos parce qu'il y a des femmes parfois qui acceptent des choses qui ne sont pas tolérées. Il y a des femmes qui sont endormies aujourd'hui et qui sont violées, et ça existe. D'accord? Moi, je suis la première. Par contre, je suis dans un procès pénal. On n'est pas dans un talk-show, c'est-à-dire qu'on est dans un procès pénal. Et je dis, mais attendez, on a besoin de systématiquement visualiser comme ça. Je trouve que c'est d'une violence pour Gisèle Pellicot. Je suis la première à avoir pris le micro. Mais c'est son choix. Alors c'est son choix et moi je suis avocat de la défense et dans l'intérêt de mes clients, je n'ai pas besoin d'avoir des visionnages qui soient systématiques parce que quand j'essaye d'établir une défense, on me renvoie les vidéos. Mais les vidéos pour moi, c'est la fin d'un processus. En tant qu'avocate et en tant que femme, est-ce que c'est difficile à regarder ces vidéos? Ah mais c'est horrible, je suis la première à dire et je sors de la salle. Quand il y a des visionnages de vidéos, je sors de la salle. Je refuse, même si aujourd'hui il a été décidé la publicité des débats, je refuse de visionner ça. J'ai trop de respect pour Gisèle Pellicot, j'ai trop de respect pour les femmes pour à un moment donné me faire du voyeurisme alors que ce n'est pas utile. Si effectivement il y a un intérêt judiciaire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'intérêt judiciaire et aujourd'hui je considère qu'au-delà même de l'éducation de nos filles et de nos garçons, parce que c'est les filles et les garçons, ça devient du voyeurisme quand c'est à répétition. Et moi ce que j'ai tenté de faire, quand j'ai demandé effectivement que ces photos soient diffusées, c'est simplement, donc je conforte la position de Gisèle Pellicot, qui a pu dire que pendant des jours et des jours elle a été droguée. Donc moi je suis d'accord quand elle dit qu'effectivement elle n'a jamais posé volontairement, elle n'a jamais fait de vidéos volontaires. Je suis d'accord avec elle, parce que je suis convaincue que son mari a mis des doses tellement fortes et durant avec intensité et dans la durée, que peut-être aussi, dans ses photos et de ses vidéos, elle était inconsciente. Donc pour moi, elle est 100% victime.
D'ailleurs, tu le dis, hein, Madame Pellico est une victime à 100%. Pour cent. Mais si Gisèle est une victime à 100%, tes clients, ils sont coupables à combien de pourcents? Mes clients, ils ont été victimes de Dominique Pellico. Mes clients n'ont jamais souhaité violer Gisèle Pellico. Mes clients, ils ont été manipulés par Dominique Pellico. Mais tu sais, et c'est là où... C'est une technique pour pas aller en prison, ça. Pas du tout, parce que tu sais... Parce qu'il y en a une quinzaine qui ont reconnu. Les 15 y reconnaissent et certains clients y reconnaissent Est-ce que pas. tu admets que dans un procès pénal, il y a la personnalisation, il y a des situations qui sont différentes. On a voulu faire un procès d'un procès Pellico, mais je suis désolée, il y a 50 accusés et il y a 50 personnalités et 50 situations. Il y a à peu près 15-20 personnes qui reconnaissent effectivement, mais les situations ne sont pas les mêmes. Donc il y a 15-20 personnes qui ont compris que c'était un viol. Non, il y a d'autres circonstances. Ils sont allés à plusieurs reprises, Pellico leur a dit après. Moi, je ne suis pas dans cette circonstance-là. Moi, je suis pour deux hommes qui sont allés qu'une seule fois et qui ont découvert que Madame Pellico était victime au moment de leur placement en garde à vue. Au moment de leur placement en garde à vue. Jamais avant, ils n'ont su qu'elle était victime. Ils pensaient que c'était un jeu. On le veut, on ne le veut pas. C'est la position des clients. Est-ce qu'ils ont eu des excuses? Est-ce qu'ils ont eu des mots? Bien sûr, ils ont pleuré. témoigné leur soutien? Est-ce qu'ils lui ont demandé pardon? Est-ce qu'ils lui ont écrit des lettres? Est-ce qu'ils ont essayé de... Est-ce qu'ils souffrent de cette situation? Alors tu sais, moi je suis très surprise et c'est pour ça que ce procès, je le vis très mal parce que je ne comprends pas ce qui se joue dans le cadre de ce procès. Parce que bien évidemment, parce que c'est des hommes comme toi et moi qui ont des vies normales et qui n'ont pas de casier, qui n'ont pas de propension à la sexualité. Tu sais, dans le cadre de procès criminels, il y a une expertise psychologique qui est faite et une expertise psychiatrique pour mesurer la dangerosité, pour mesurer effectivement si c'est des prédateurs sexuels. Évidemment, qui ne rentrent pas dans ces circonstances-là. C'est des hommes comme toi et moi, il n'y a pas de difficulté, c'est des citoyens normaux. Est-ce que tu imagines que quand ils sont placés en garde à vue, on leur dit, vous savez, cette femme, elle a été violée pendant 10 ans par son homme et vous avez contribué. Est-ce que tu imagines, le mien a pleuré, moi. Ils ont pleuré. Ils ont, durant la cour d'assises, bon nombre ont essayé de lui exprimer des excuses. Elle refuse. Et c'est vrai que l'empathie, moi, quand on me reproche le manque d'empathie, si tu assistes à ce procès tous les jours, tu te rends compte qu'effectivement, elle est victime et ce n'est pas discutable. Et tu te rends compte qu'il y a des pauvres types qui sont dans ce procès-là et qui malheureusement vont faire les frais de ce procès hors norme, médiatique, où finalement, dans ce procès, on a envie de faire des exemples. On a envie d'éduquer la population, on a envie de dire, messieurs, il va falloir que vous appreniez la place de la femme, mesdames, il va falloir que vous preniez votre rôle, et c'est eux qui vont payer de ça. Parce que malheureusement, moi je plaide pour des hommes qui ont la sincérité de te dire, si j'avais su. Mais est-ce qu'ils ont la sincérité aussi de dire, j'aurais peut-être dû lui demander son consentement? Quand bien même je voulais faire un jeu de libertinage, quand bien même je voulais faire un scénar, comme on dit, j'aurais pu lui demander, ok, est-ce que vous êtes ok? Est-ce qu'on est ok? Et après, elle joue la meuf endormie si c'était le cas. Mais pour le coup, ce n'était pas le cas. Le problème, c'est que tu dis des choses qui sont aujourd'hui évidentes quand on se pose. Moi, j'ai du mal avec ceux qui... moi, la première, quand je ne suis pas dans un dossier, j'ai tendance à faire un peu des raccourcis. Je te demande une chose. Tu sais, en ce moment, grâce à ce procès Pellico, va être définie la notion de consentement. C'est-à-dire qu'on a décidé de l'intégrer dans la loi. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas défini légalement. Il y a la surprise, la violence, etc. Il y a un problème avec le consentement qui va au-delà même parce qu'il y a un problème avec la place de la femme. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont pu dire dans le cadre de ce dossier que parce que le mari était là, le consentement était acquis. Mais ça, ce n'est pas la faute de mes clients. C'est la faute de notre société qui est une société clairement patriarcale. C'est la difficulté qu'ont les garçons, qu'ont les femmes à se positionner dans ce rôle-là. C'est-à-dire qu'on croit que parce que le mari est là, la femme, elle n'a pas sa parole. Et ça a été dit de façon très simple. Alors pardon, mais il faut être con. Pas éduqué. Pas éduqué. C'est un problème d'éducation de notre société qui, à un moment donné, on croit que la femme est libre, mais elle est loin d'être libre. Et je vais te dire, moi, je passe ma vie à faire en sorte, pour des femmes, de déposer des plaintes pour des femmes qui ont accepté d'être filmées et après, le monsieur fait le chantage. Moi, je dis à ces femmes, pourquoi vous avez accepté d'être filmées? Pourquoi, à un moment donné, dans ces films-là, on voit souvent la femme? Il y a un problème sur la femme, ce qu'elle doit donner dans le rapport à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est la place de la femme. C'est-à-dire que mes souffrances à moi, de trouver ma place de femme, je me rends compte que c'est tellement établi. Ces femmes, elles acceptent des choses qui parfois sont étonnantes. Tu sais, dans le cadre de ce dossier, il y a une femme qui ne s'est pas constituée partie civile, qui est une femme qui a vécu ce qu'a vécu Madame Pellico et qui a refusé de se constituer partie civile. Donc tu vois, on a des difficultés à se positionner en femme. Et notre société, ce n'est pas la faute de mes clients, c'est la faute de notre société qui n'est pas capable de définir clairement la place de la femme et de lui donner l'intégralité des droits qui sont les siens. Qu'est-ce que tu penses de la fille de Gisèle? Alors moi, tu sais, là, je vais mettre les pieds dans les plats. Moi, j'ai un gros problème. J'ai un gros problème dans ce dossier parce qu'on me fait un livre pendant l'information judiciaire. C'est qui on? Mais Caroline
Caroline Pellicot, elle fait un livre pendant l'information judiciaire. C'est un drame qu'ils ont vécu, cette famille. Et ce n'est pas discutable. C'est un drame. Moi, j'ai beaucoup de peine pour les enfants, parce que je me dis, cette famille explosée, avec des parents où effectivement il y a tout un flou qui existe, etc. Donc les victimes de ce dossier sont aussi les enfants. La première chose qu'elle fait, c'est de rédiger un livre pendant une information judiciaire, où elle sait, puisqu'elle est constituée partie civile, qu'il y a des hommes, comme mes clients, qui disent « mais attendez, nous aussi on a été manipulés », etc. Moi j'ai un problème, parce que j'ai le sentiment que ce procès, il est utilisé pour d'autres fins que la vérité. Je le dis. Et quand j'apprends qu'on va faire un gala le soir des plaidoiries, le soir des délibérés, pardon, ça m'a mis les larmes aux yeux la semaine dernière. On m'a envoyé, on a un groupe d'avocats entre nous, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit, on fête la mort. On fête la mort. Mais on fête la mort de qui? De quoi? Ben, tu sais, un procès d'assises, on rentre, on est perdant, on sort, on est perdant. Il n'y a pas de gagnant à la cour d'assises. Parce que forcément, il y a quelqu'un qui a été victime et il y a quelqu'un qui a commis ou dont on accuse qu'il a commis. Donc de toute façon, même quelqu'un qui est acquitté, à vie, il a dans sa tête l'esprit qu'il a été accusé de fait de criminel. Donc pour moi, la cour d'assises, c'est un lieu, c'est comme un cimetière. On ne sort pas gagnant. Comment on peut fêter, comment on peut faire un gala suite à la condamnation de son propre père, d'autres hommes qui vont être condamnés évidemment. Comment on peut faire un gala? Est-ce que ça se fête, ça? Mais en quoi ça te choque? Ah, moi je suis choquée qu'on puisse... Après, vous allez voir, parce que comme je fais l'intervention avec toi, parce que tu sais que tu fais partie des rares que j'ai accepté, mais... Pourquoi d'ailleurs? Mais parce qu'aujourd'hui, le média national a une seule volonté, c'est à un moment donné de conforter cette opinion publique qui doit se positionner pour ou contre les vieux. C'est un faux débat, être pour ou contre les vieux. Je pense que nous sommes tous d'accord que les vieux, c'est pas possible. On est d'accord. Et on essaie de nous positionner sur le pour et le contre. Et moi, malheureusement, aujourd'hui, on essaie de faire en sorte de me diaboliser en disant, regardez, elle cautionne le vieux puisqu'elle défend les vieux. C'est pas ça la discussion. Et le média national, il n'est pas capable aujourd'hui parce qu'il a besoin de buzz, parce qu'il a besoin effectivement de gens qui le suivent, il n'est pas capable d'être l'entre-deux, de dire la complexité. J'ai accepté l'interview parce que je savais qu'on pouvait en parler, je savais que tu allais m'attaquer, mais je savais qu'à un moment donné, j'aurais pu dérouler mon raisonnement. Mais ça, je n'ai jamais été en mesure de pouvoir le faire parce que dès que j'essaie d'expliquer la position de mes clients, on me dit « Ah, c'est pas possible, qu'est-ce que vous me dites ?» C'est pas audible aujourd'hui. C'est pas audible de pouvoir dire qu'il y a des hommes qui considèrent qu'ils ont été manipulés. Et juste pour revenir, pourquoi le livre de Caroline Pellicot te gêne? Il me gêne parce qu'il se positionne au moment de l'information judiciaire. Il me gêne parce que Caroline Pellicot, elle veut à tout prix que soit reconnu son statut de victime en disant qu'elle aussi, elle a été violée ou pas, alors que ce n'est pas le moment. Peut-être qu'effectivement, elle a été violée, peut-être qu'elle a été victime, mais est-ce que c'est le lieu aujourd'hui dans ce procès-là? Et à la fois, ça me choque parce que, je l'ai dit à la cour d'assises, elle a un mari qui est rédacteur en chef de BFM, à la matinale, qui est M. Perronnet. M. Perronnet qui a déposé devant la cour d'assises, qui ne s'est pas constitué partie civile. Et quand on a commencé ce procès, moi, je n'ai pas mesuré l'étendue de ce procès. Parce qu'on travaille, on est dans un procès où les journalistes occupent la moitié de la salle. Et très tôt, on s'est rendu compte que, quoi que l'on dise, c'était à l'instant. Tu vois, on entend... Et c'est mis dans des réseaux sociaux. Et Perronnet, qui est aussi BFM, ils ont un nombre de journalistes dans cette salle, et dès que tu dis quelque chose, je ne te dis pas la transformation. C'est modifié, c'est transformé, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait cette vidéo, c'est que moi j'étais dans le numéro 1 du tweet, vomi, quel avocat de la défense, quel retour chez elle, les insultes, tout ce que tu veux, etc. Et en fait, moi je dis dans ce dossier que Caroline, elle sort un livre, son mari, il est rédacteur en chef, on a une médiatisation qui est extraordinaire, quand les avocats de la défense, on essaie d'intervenir, nos propos sont détournés, je me dis qu'il y a d'autres enjeux que ce procès. Et je me dis qu'effectivement, ce livre, il a entraîné des enjeux qui n'auraient pas dû être dans un procès pénal. Quels enjeux? Peut-être des enjeux de film, des enjeux financiers, des enjeux, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la médiatisation du procès fait obstacle à ce que les droits de la défense s'exercent. C'est-à-dire, tu veux dire que la fille de Gisèle, Caroline Pellicot, elle voudrait que ce soit adapté en film? Alors, on le dit là, on verra les suites de ce procès. On verra. On verra les suites de ce procès. Mais en tout cas, moi qui suis dans le procès, j'ai le sentiment d'être un acteur passif. Et ça pourrait Raymond pas être Aron, il parlait d'acteur actif. Eh bien, moi, je suis un acteur passif. C'est-à-dire que je joue le jeu de la justice, mais je sais et j'ai le sentiment que tout est joué. Mais le livre, le gala, ça pourrait pas être, je sais pas, un exutoire, une façon de faire le deuil, de contribuer à faire le deuil de cette histoire horrible, familiale? Il y a un temps judiciaire et il y a un temps de ça.
Le temps, il y a eu tous ces procès qui sont à la télé, c'est à la mode, il y a les émissions, etc. Ça ne s'est pas fait pendant les dossiers, ça ne s'est pas fait pendant l'information judiciaire. Parce qu'effectivement, on considère que c'est délicat, il y a des choses qui se jouent. C'est bizarre de se précipiter comme ça. Et toi, tu fais bien des TikTok? Moi, j'explique le droit. Moi, j'ai une communauté, je leur explique, je leur dis, écoutez, en droit, ça veut dire ça, ça veut dire ça. J'ai aucun gain. Moi, je suis dans l'information, je suis dans la communication. Moi, j'ai pas de gain. Mais je vais te dire une chose. Si tu regardes mes TikTok et mes Insta, surtout, tu verras que dans les dossiers criminels que je suis à la cour d'assises quasiment une fois tous les 1 mois et demi, je ne parle pas de mes dossiers criminels. C'est trop délicat, les dossiers criminels. Là, j'ai parlé du procès Pélico parce qu'il y avait tellement une désinformation. Les gens venaient me voir en me disant, alors, dans ce dossier, je disais, mais c'est pas ça. Il y avait une telle désinformation que j'ai jugé utile d'intervenir. Mais habituellement, je ne parle jamais de mes dossiers criminels sur TikTok et sur Insta. D'ailleurs, les gens pensent que je suis une femme qui fait que du JAF, des divorces. Oui, d'ailleurs, tu dis, je suis une avocate influenceuse. Alors je le dis maintenant au terme des insultes qu'on m'a fait, parce que une fois qu'il y a eu cette vidéo, j'ai été sur la quotidienne, allez je truc, on me passe ma vidéo en disant regardez, regardez, est-ce que c'est l'attitude d'une avocate? On fait que me renvoyer les codes de la profession qu'ils ne connaissent pas, les codes de la profession. Parce que c'est quoi les codes de la profession? De la discrétion? Ah oui, pourquoi? De la mesure? Est-ce que alors qui le définit ça, la discrétion, la mesure? déontologie? Alors moi, la déontologie, je la maîtrise puisque je suis avocat et que je suis Nadia El Bouroumi. Aujourd'hui, et c'est un peu le système de la France. La France, elle a du mal à admettre qu'aujourd'hui, un citoyen français, il ressemble à Nadia, il ressemble à Kader, il ressemble à Stéphanie, il ressemble à Émilie, etc. Et le problème de cette profession, c'est qu'elle n'a pas compris qu'aujourd'hui, elle avait en son sein une démonstration de ce qu'était la France. Moi, je ne serais jamais un avocat comme il peut exister il y a 40 ans, qui était dans son bureau. Déjà aujourd'hui, la digitalisation et le fait qu'effectivement on soit sur les réseaux, ça amène autre chose dans la profession. Tu es plus attaquée parce que tu es une avocate et donc que tu es une femme? Une femme arabe. Je suis beaucoup plus attaquée parce que, tu sais, la semaine avant ma vidéo, il y a eu un confrère qui a dit il y a viol. Il a été attaqué 48 heures. Ça, c'est fini. Moi, je suis encore attaquée aujourd'hui, et surtout quand je vois et que je lis les insultes. On me dit j'espère que tu vas te faire violer, tes filles vont se faire violer, retourne dans ton pays. Eh bien, toi, ce que tu mériterais, est-ce que c'est sûr que tu as eu ton diplôme? On remet en question mon diplôme en disant mais elle a dû l'avoir, ça doit être un faux. Ça doit être un faux diplôme. Pourquoi moi, on remet en question mes compétences? Pourquoi on remet en question? Je vais te poser des questions justement sur ce thème-là. Dans un premier temps, je vais te montrer une vidéo que tu as faite parce que tu expliquais avoir retrouvé de la matière fécale devant ton cabinet. Ouais. Oyez, petite info. Ce matin, de la matière fécale devant mon cabinet. Dois-je rire ou pleurer? Ou plutôt dois-je dire, dois-je abandonner ou continuer à me battre? Peu importe ce que vous ferez, je sais très bien que je ne suis pas la seule avocate en 2024, femme, qui doit se battre pour pouvoir exercer sa mission. Mais sachez que pendant que vous faites ça, moi, rien ne me déviera. Vos tentatives d'intimidation et d'humiliation ne fonctionnent pas. Bien au contraire, ils me donnent la force pour continuer à veiller à ce que la règle de droit soit respectée. Quelles sont les tentatives d'intimidation, d'humiliation que tu reçois? Enfin, je veux dire, c'est chaud là, c'est quotidien ça? Ouais, mais là c'était... Cette vidéo, elle a 4 jours, 3-4 jours. Et ben moi, mes assistantes, elles arrivent et on a trouvé de la matière fécale, un gros tas que j'ai publié d'ailleurs aussi dans les réseaux. Ben, les humiliations, c'est les insultes, c'est retourne dans ton pays, c'est le fait qu'on diffuse partout que je sois une trans, c'est le fait que les médias, à un moment donné, ils prennent cette petite vidéo et qu'ils la mettent au milieu de je sais pas quoi. Alors moi, j'ai bien compris, je me suis encore disputée la semaine dernière avec une journaliste sur l'audience. Parce que j'arrive à l'audience, parce qu'on m'envoie ce qui est publié, elle ferme son compte, mais on m'envoie. Elle intervient dans le cadre du procès, quand elle dit qu'elle est sur le procès et qu'elle commente. Et elle va commenter, elle dit l'avocat d'un tel, et quand c'est moi, elle dit Maître El Bouroumi se met à hurler. Je vais la voir, je lui dis mais c'est vous ça? Parce qu'elles sont à côté de toi, quoi. Elle me dit oui, c'est moi. Je lui dis pourquoi vous faites ça? Elle me dit moi c'est mon métier, je fais de l'information. J'ai dit c'est de l'information ça? Elle dit que je crie, et elle dit que le président me laisse crier. Si je l'écoute, en fait, moi, je suis une malade mentale, quoi. Je me lève au procès, je crie, et le président qui a la police de l'audience, il dit ben, Maître El Bouroumi, criez. Tu as vu, en fait, moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que les femmes me détestent. Les hommes, qui ont peur de je sais pas quoi, m'attaquent en disant vous vous rendez compte, vous défendez des violeurs. Sauf qu'aujourd'hui, ça pourrait être leur fils, leur frère, ça pourrait être eux demain. Parce qu'aujourd'hui, tu as bien vu toutes les dénonciations qu'il existe. Dès qu'un homme pose problème, on va avoir un dossier de viol. Après, moi, j'ai un vrai problème sur ça. Tu vois, j'ai un vrai problème sur être un homme en 2024. Quel courage. Bravo, messieurs. Mais est-ce que c'est parce que tu t'appelles Nadia El Bouroumi bien sûr. Que tu es cible de beaucoup plus d'attaques? Bien sûr que c'est parce que je m'appelle Nadia El Bouroumi. Pourquoi l'intensité est forte et pourquoi on remet en question mes compétences et ma qualité? Pourquoi? C'est sur fond de racisme, ces attaques? Mais bien sûr. Alors moi d'islamophobie?
complètement. Tu sais que moi, dans mes comptes, je suis quelqu'un qui revendique effectivement ma croyance en Dieu, le fait que moi, de toutes mes épreuves dans ma vie, parce que j'ai été mariée et violentée, mais je suis veuve aussi. Le père de ma fille qui m'accompagne aujourd'hui, j'ai perdu mon mari pendant que j'étais à la fac d'un cancer en 4e année. Donc je suis veuve aussi, donc j'ai eu des épreuves qui sont très fortes. Et c'est vrai que systématiquement, quand on veut... Parce qu'on pourrait dire, ce que vous dites, c'est pas juste, c'est pas normal, vous devriez avoir honte. Pourquoi on est obligé de remettre en question mes diplômes? Pourquoi on est obligé de remettre en question ma qualité de femme en me disant, mais moi aussi, vous allez voir, vous aussi, vous allez être violée? Est-ce qu'on peut dire à un homme, tu vas être violée? En fait, l'essence même de ce que je suis, femme, arabe, musulmane, on me le renvoie. Donc oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis une femme qui assume le fait que je sois issue d'un quartier, parce que l'immigration aussi, ça pose problème, ma façon de parler, j'ai pas les codes. Le fait qu'aussi, je revendique ma spiritualité musulmane, parce que moi, je l'assume, hein, je suis musulmane, je fais les vendredis de la gratitude, moi. Les vendredis de la gratitude, c'est tous les vendredis, j'ai un thème, et je dis merci à Dieu, et je dis Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en arabe le Dieu, le Tout-Puissant, etc. Donc oui, c'est-à-dire que les gens, quand ils sont venus sur mon compte, suite à la vidéo de Wake Me Up, ils ont vu que je faisais des vidéos sur le vendredi de la gratitude et ils se sont mis à faire des faux comptes et à attaquer mes vidéos en disant « mais ton Dieu, et toi t'es une femme, et tu n'es pas un trans, etc. » Donc oui, je dis que ce qui pose problème aujourd'hui et qui facilite le passage à l'acte, c'est que je sois une femme maghrébine, musulmane. On va regarder un extrait vidéo justement que tu postes sur tes réseaux sociaux. Regarde. Je viens de faire une découverte extraordinaire parce qu'en 2024, tu es considéré comme inapte comme ça. Et apte comme ça, apte à prendre des décisions, à avoir une réflexion et une liberté de conscience. Je viens de découvrir le pouvoir d'inhibition des vêtements. C'est un moyen de choquer ou un moyen de dénoncer? C'est un moyen de dénoncer. C'est exactement dans le même esprit que la vidéo Wake Me Up. Parce que là, regarde, j'utilise l'humour pour dire quoi? Je ne suis pas voilée, moi. Et d'ailleurs, les musulmans considèrent que je ne suis pas assez musulmane. Donc moi, au moins, je mets tout le monde d'accord. Ma communauté, parfois, elle me dit « rentre chez toi, tu t'es pris pour une musulmane, tu nous fais honte ». Et j'ai beaucoup reçu de messages avec la vidéo où beaucoup m'ont dit « de toute façon, en étant musulmane, tu n'aurais même pas dû être avocat ». Donc moi, au moins, je réconcilie tout le monde, hein, tous les extrémismes. Et ça me rassure parce que je me dis que je suis à ma place. Mais quand je fais cette vidéo, évidemment que je dis pourquoi les femmes voilées, elles sont critiquées, on imagine qu'elles sont incapables. Il y a eu les élections, hein, c'est une vidéo que j'ai fait pendant les élections. Il y a eu les élections législatives où effectivement le RN est intervenu. J'ai beaucoup appelé au vote à cette République parce que moi je suis le fruit de la République. Moi si aujourd'hui je suis une avocate accomplie et que je peux prendre des positions qui sont les miennes, c'est grâce à la France et ça je ne l'oublierai jamais. Par contre, je ne comprends pas que ce pays ait du mal encore avec la pratique religieuse, à savoir l'islam. Et je trouve que c'est une espèce de tu sais là, comment on met les coups de poing là, un punching ball. L'islam aujourd'hui, c'est un punching ball. Et donc, c'est pendant les élections, je fais cette vidéo en disant, vous savez, moi je suis pas voilée, moi j'ai des tenues qui sont des tenues, j'ai pas de problème. Par contre, je souffre beaucoup que ces femmes, parce qu'on reste toujours dans la situation de la femme, tu vois, c'est encore des femmes qui portent le voile. On va pas s'attaquer à ces hommes qui ont une pratique musulmane, etc. Il n'y a pas ça. On s'attaque encore aux femmes qui sont déjà en difficulté pour exister dans notre société. Et parce qu'elles sont voilées, on les met sous tutelle d'une religion, sous tutelle d'un mari. Tu vois, on a fait les chartes, on a dit elles n'ont plus le droit d'accompagner les enfants à l'école. Tu as vu, elles n'ont plus le droit. Alors que je me dis, mais comment il raisonne ce pays? On dit qu'elles, soi-disant, elles sont soumises par la religion. On leur permet d'accéder à l'école. Et justement parce qu'elles accèdent à l'école, imaginons qu'elles soient soumises. Eh bien, l'accès à l'école, ça va leur permettre de quoi? Eh bien, justement d'intégrer. Et là, on dit, non, mesdames. J'ai encore une dame qui m'a envoyé pour une consultation. On refuse à ce qu'elle fasse le soutien scolaire. Je me dis, mais ce pays, il a un problème, il souffre. Après, c'est la crise, je comprends que les pensées soient manipulées, mais ça fait partie de cette ambiance-là, où moi aussi je souffre dans mon métier, parce qu'effectivement, on me renvoie le fait que je sois trop, vous voyez, trop arabe, trop femme, trop dans les quartiers, trop. Et cette vidéo, c'est pour dire, encore, les femmes sont en difficulté, et l'islam est en difficulté dans ce pays. Tu le dis, hein, il paraît qu'une femme ne se comporte pas comme ça, qu'une avocate ne se comporte pas comme ça, qu'une mère ne se comporte pas comme ça. Mes actions sont constamment jugées à travers le prisme du genre. Et si j'étais un homme? Voilà, exactement. Et tu sais, j'ai cru que c'était un fantasme de ma part. Moi, j'ai grandi dans une famille, on est 7 filles et 3 garçons. Et j'ai une mère qui est une mère qui a été éduquée à la culture arabo-musulmane où les filles n'existent pas. Les filles, leur projet, c'est le mariage. Et les hommes, ils font rien, ils sont fantastiques. Moi, je pensais que c'était la culture de mes parents. Et je pensais qu'en intégrant ce pays et en étant dans la République, il n'y avait pas de difficulté sur ça. Et je pensais que mon malaise avec ce que j'étais, à savoir le rêve d'être un homme, c'était moi qui me l'étais construit. Et je réalise aujourd'hui que finalement, la société
l'être humain, parce qu'on est soi-disant dans des sociétés occidentales civilisées, je me rends compte que cette situation de malaise, de mal-être, de la place de la femme, finalement, c'est partout, quoi. C'est-à-dire que la femme, malheureusement, aujourd'hui, elle croit qu'elle a gagné des combats et je pensais avoir gagné des combats. Et en fait, on est au niveau zéro, quoi. Quelle différence aujourd'hui avec notre impossibilité en 1970 de ne pas pouvoir voter et le fait qu'aujourd'hui, on vienne me renvoyer en me disant « t'es une femme, t'es ci, reste à ta place, rentre chez toi, etc. » C'est quoi la différence? Et je trouve que je souffre, et je te le dis, tout à l'heure, tu m'as dit pourquoi tu dors plus. Parce que je pensais que j'étais dans un confort. Je pensais que j'avais réglé des choses. Et je me suis dit, ben, en fait, tu t'es endormie, Nadia. Tu vois, tes combats d'il y a 20 ans, ils y sont encore là. Et moi, Dieu sait que je défends énormément de femmes qui sont victimes de violences, etc. Donc, et ça m'a donné une résurgence. Je te dis la vérité, je suis très heureuse. Moi, je crois à la force initiale, je crois en Dieu. Et ce procès, il m'a permis de me remettre en selle en me disant, écoute, il n'y a rien qui est acquis, il faut continuer les combats, il faut se battre. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas la chance que tu as eue, parce que moi, je me suis remariée, j'ai un homme fantastique et j'ai un équilibre de vie aujourd'hui et une indépendance financière qui est forte. Il y a tellement de femmes, et d'ailleurs, le procès Pélico, c'est ça, tellement de femmes qui pensent effectivement être libres et qui sont finalement enfermées dans tous ces préjugés sociaux. Tu vas continuer les TikTok? Ah bah mon Dieu, bah, je vais continuer et je pense que c'est indispensable. Tu sais, moi j'ai dit à la journaliste qui m'a enregistré en cachette de la quotidienne, je lui dis, vous savez, aujourd'hui, toute révolution est précédée d'une confusion. Moi, je suis la première à dire réveillez-vous, réveillez-vous. Je récolte le réveil. Je récolte, c'est-à-dire quand je dis aux gens attention, ne soyez pas des moutons. J'ai récolté et j'ai eu en une semaine les moutons, à savoir, on ne sait même pas ce qui est dit. Tu sais, il y a des journalistes qui sont capables, des tiktokeuses qui reprennent là, qui reprennent mes messages et qui ne sont même pas capables de retranscrire ce que j'ai dit. Tellement l'information, elle est déformée. Donc moi, finalement, ce que je fais depuis 5 ans, à savoir l'éveil de conscience, ça fonctionne et j'en ai eu le résultat malgré moi avec cette vidéo. Donc oui, je vais continuer parce que je vais dire aux gens qu'il faut le vivre ensemble. Parce que moi, ce que je te dis sur la question arabe, musulmane et femmes, je pense qu'on manque foncièrement d'un vivre ensemble, vraiment. Donc oui, je vais lutter pour ça. Je vais aussi dire à tous ceux qui ont envie, comme moi, avec mon histoire personnelle, de continuer et de foncer. Parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que je gêne. Parce que malgré ça, je gêne. Et si je gêne, c'est que c'est bon signe. C'est qu'à un moment donné, je suis en train de pousser des portes. Tu aimes gêner? Ah oui, moi, bien sûr, moi j'ai ce caractère-là, j'aime changer les choses, j'aime avancer, j'aime la puissance, j'aime que les gens soient puissants. Tu souffres jamais de gêner, tu souffres jamais si. d'être moqué, tu souffres jamais d'être jugé, tu souffres jamais d'être accusé. Bien sûr. Tu sais, j'ai voulu venir chez toi parce que j'aime le hors norme. J'ai refusé d'aller dans les plateaux là. Et je trouve que quand on est hors norme, malheureusement, on souffre beaucoup parce qu'on n'est pas compris à l'époque à laquelle on est. Mais qu'on est l'avenir. C'est-à-dire que moi et toi, dans 10 ans, on sera rien, quoi. Ce sera marrant de parler de nous en disant, tu te rappelles, tu étais la première qui faisait des TikTok, tu étais la première, parce que ça fait 5 ans que je le fais. Et toi, pareil, tu es un journaliste dont on te dit, bah, attends, il n'est pas journaliste, il est journaliste. Je trouve que des gens comme nous, ça permet de faire des évolutions qui, sur 30 ans, eh bien, nous, en 5 ans, on arrive et on permet surtout à des gens qui nous ressemblent. Parce que moi, je ne me trompe pas, je suis moi. Je ne joue pas un rôle, moi je suis authentique, je suis ce que je suis alignée. Et je donne l'autorisation à des gens qui sont comme moi, à qui on a toujours dit qu'ils n'étaient pas à leur place, de leur dire mais assume-toi, fonce. Le seul truc c'est le travail. Je suis une grosse travailleuse, je pense que par le travail, et quand on est aligné, il n'y a pas de difficulté. Donc oui, je vais continuer, je vais forcer le trait. Et effectivement, je récolterai les conséquences que j'accepte. La seule chose que je ne veux pas, et c'est pour ça que cette vidéo elle m'a posé problème, je ne veux pas blesser moi. Moi, je ne veux pas faire de mal et je ne veux pas blesser. Donc, si j'ai blessé, j'en suis désolée. Si à un moment donné, certains ont mal compris, j'en suis sincèrement désolée. Et c'est ce qui m'a le plus touchée d'ailleurs. C'est de me dire que j'ai pu faire du mal aux gens. Ça a été le plus douloureux pour moi. Ça a pu te toucher aussi de te dire que potentiellement, tu as pu faire du mal à Gisèle dans le cadre de tes fonctions? Ouais, mais moi, je suis sûre que je ne lui ai pas fait du mal. Elle est dans le même procès que moi et elle sait très bien que je ne m'adresse pas à elle. Donc ça, c'est autre chose. Gisèle Pélico, elle sait pertinemment que je fais partie de ces femmes qui sont très virulentes et elle sait que je ne l'attaque pas. Elle sait que j'attaque simplement Dominique Pélico. Je lui ai dit que j'avais beaucoup d'admiration pour elle. Je lui ai dit, et elle le sait pertinemment, que je trouve qu'elle est extrêmement courageuse. Donc elle sait pertinemment que dans ce procès, moi je suis une femme très forte et elle en est une elle aussi. Donc elle sait très bien quel est mon discours et quelles sont mes intentions. Donc moi, c'est pas forcément Gisèle Pélico, parce que malheureusement, dans le cadre du procès, il y a des choses qui se jouent, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas. Mais bien évidemment que blesser, moi, c'est quelque chose qui me... Toute ma vie, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas blesser. Et c'est vrai que quand on est venu comme ça me cracher dessus en me disant, finalement, t'es la honte, finalement, tu as fait du mal, eh bien, ça m'a fait beaucoup de mal.
Juste pour terminer, étant donné qu'on parlait de TikTok, j'aimerais rebondir sur un de tes TikTok, sur une de tes vidéos dans laquelle tu dis « À ma fille aînée, pour laquelle ma dette morale est plus grande et la plus grande, larmes aux yeux, au cœur, à l'âme de ne pas avoir su protéger, gratitude infinie de me rendre, un peu ces années gâchées, pardon et gratitude, absente et distante, j'ai été trop jeune pour comprendre tes besoins, trop meurtrie pour ressentir ta souffrance. Ma Jihan, mon amour qui a subi des abandons excessifs et qui est devenu une femme admirable. » Je voulais savoir, Nadia, qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles d'absence, de distance, d'être trop jeune? Est-ce que tu parles de toi? Oui, je parle de... J'ai eu ma fille, moi j'avais 19 ans. Et après, je suis partie du fait des violences. Et après, j'ai rencontré mon mari, qui est décédé. Et après, je suis rentrée dans une période de ma vie, pendant 15 ans, où j'ai travaillé nuit et jour. Je travaillais nuit et jour. Moi, je suis une grosse travailleuse. Et c'est vrai que ma fille, elle a beaucoup souffert parce qu'elle ne connaît pas son premier père. Elle l'a vu 2-3 fois. Et celui qu'elle a aimé, il est décédé après. Et moi, j'étais tellement prise dans mes... T'as pas d'argent, t'as 2 enfants, t'as rien à manger, je suis dans une ville que je connais pas. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Moi, je suis une coiffeuse. J'ai financé mes études de droit avec la coiffure. Et c'est vrai que ma fille, elle a été longtemps en souffrance parce qu'elle s'est sentie abandonnée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle m'a rendue grand-mère et j'essaie de me rattraper, tu vois, j'essaie de me rattraper avec ma petite fille, mais on ne rattrape pas, tu vois, on ne rattrape pas. Mais moi, j'étais tellement en souffrance que c'était difficile pour moi d'être une mère très présente. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait garder, j'ai beaucoup, voilà. On fait ce qu'on peut quand on est Tu as l'impression d'avoir fait à un moment donné passer ta carrière avant tes enfants. Tu sais, moi, on a eu faim, Moi, j'ai eu faim, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Et moi, mon souci, c'est de faire en sorte que ma fille, elle mange et qu'on ne se retrouve pas à la rue. Et c'est vrai que ce souci-là, eh ben, ça m'a amené dans une espèce de fusée. Moi, tu sais, j'ai écrit un livre qui sera publié à la FNAC en mai. Et j'explique que j'étais dans une espèce de vaisseau spatial où ma seule préoccupation, c'était que mes 2 filles, parce que j'avais 2 petites filles, 6 ans et demi et elle 2 ans et demi. Et ma préoccupation, c'était qu'on ne se retrouve pas à la rue. Et parfois, on croit qu'en réglant ça, on a réglé plein d'autres choses. Tu vois? Et après, quand je me suis réveillée, j'ai vu ma fille en crise d'adolescence, en grande souffrance, et je n'ai pas su répondre. Tu vois? Et c'est vrai que maintenant, elle va mieux. Elle a repris des études, elle aussi. Elle fait des études de monitrice. Elle a compris? Elle a compris, mais de toute façon, le temps est passé et le mal a été fait. Et moi, j'espère qu'effectivement, elle me pardonnera. Bon, j'espère, oui, on s'entend très bien. Hein, c'est pas ça. C'était de dire que parfois, on ne se rend pas compte comme on croit faire bien. Parce que moi, je pensais faire bien en devenant la femme que j'étais aujourd'hui. Parce qu'on a de l'argent, etc. Et je me suis rendu compte que je suis passée à côté un peu de mes 2 filles. Gianni et Camilla, c'est pareil. Mais je suis passée à côté de l'éducation de mes filles. Mais est-ce que j'avais le choix à l'époque? Tu as fait ce que tu avais. Voilà, j'ai fait. Et je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, on peut discuter, on a la qualité de vie qu'on a. Aujourd'hui, j'espère que j'ai été un modèle pour elle puisqu'elle reprend les études, elle aussi, étonnamment comme moi, en étant mère célibataire. Donc, je ne regrette pas, mais c'est vrai que quand j'y pense, ça me fend le cœur, quoi. Merci Nadia El Bouroumi. Nadia El Bouroumi, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ton compte Instagram, c'est Nadia El Bouroumi. Ton compte TikTok, c'est Nadia El Bouroumi, avocat. Et juste, tiens, dernière question, et on clôture l'interview. J'ai halluciné, ou sur ton site internet, il y a marqué c'est 50 € la minute pour une visioconférence. Non, c'est une erreur. Ah, c'est une erreur. Ouais, il n'y a pas ça écrit sur moi. Dieu errant, sinon. Ok. Parce que je me suis dit, dans ce cas, si j'avais dû te payer, elle m'aurait coûté combien cette interview? Non, du tout, c'est une erreur. Merci Nadia El Bouroumi, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, que vous soyez d'accord ou pas, j'espère en tout cas que vous avez pu mieux comprendre la façon de penser et d'appréhender le métier d'avocat de Nadia El Bouroumi au travers de cette interview. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.